La tâche va être ardue pour notre prochain speaker, puisqu'il va essayer de nous convaincre qu'on peut développer sous Windows et qu'on peut aimer ça en plus. Donc il va avoir besoin de tous vos encouragements. Au-delà du mythe, développer confortablement sur Windows. Merci d'accueillir Sébastien Odo. Bonjour à tous, merci d'être venus ici, merci pour ce lancement un peu trollesque. Aujourd'hui, on va parler effectivement de Windows, alors que vous soyez dessus parce que vous êtes forcé chez votre client, chez votre prestataire, ou parce que ça vous plaît bien, il n'y a pas de honte à ça, il y a plein de points positifs sous Windows. Donc, on va voir quelques petites astuces. Moi, je suis Sébastien Odo, je travaille chez Hippon Technologies, qui est un cabinet de conseil et d'expertise. Je suis rattaché à l'agence de Bordeaux et Hippon, ils ont des agences un peu partout en France. Je suis tech lead en front-end, j'ai une forte expertise en Angular et je suis également manager chez Hippon. Et on recrute si vous souhaitez venir nous voir. Alors vous allez me dire, pourquoi cette conf ? Apparemment, vu le monde qu'il y a, je pense qu'il y en a qui ont une petite idée quand même. Mais on peut se dire, et c'est ce que j'ai entendu parfois, les outils par défaut, finalement, c'est bien. Moi, ça me suffit. J'arrive sur mon ordi, on m'a donné ça, ça va. En pratique, pas trop. Pas trop. Je me suis rendu compte, en fait, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce talk, en faisant du pair programming avec des collègues, des clients, etc., que souvent, certains galéraient sur des petits trucs de pas grand-chose, en fait, et perdaient du temps ou perdaient du confort pour pas grand-chose. Et donc, le fait de pimper un peu ces outils, de configurer correctement, ça va vous apporter deux choses. D'abord, un agrément utilisateur. L'agrément utilisateur, ça va vous donner plus de motivation, en fait, parce que ça vous encourage à vous lancer dans vos tâches. Et ça va également vous apporter de l'efficacité, parce que des outils qui sont faciles à utiliser, ça nous permet d'éviter les tâches rébarbatives, et donc forcément, on a plus envie de se lancer dans un travail intéressant. Voilà, c'est la fin des slides. Merci d'être venus. Je plaisante bien sûr. On va commencer par une démo, et vous aurez tout le loisir de scanner ce QR code à la fin. Petit spoiler, il y a derrière un GitHub snippet avec les outils que je vais vous présenter et certaines configurations qui sont copiées-collées pour que vous n'ayez pas tout à copier sur un papier. On commence tout de suite avec un outil au nom barbare dans sa version française qui s'appelle en fait Winget. Winget, c'est un gestionnaire de paquets. C'est comme Homebrew sur Mac, comme apt et probablement des dizaines d'autres sous Linux. Ça vous permet d'installer des petits programmes en ligne de commande. Voilà, vous avez juste à l'installer. Après, il est disponible dans votre terminal. Donc, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. On va passer sur le terminal. Le terminal, c'est probablement l'outil que vous utilisez le plus, à part votre IDE, quand vous travaillez. Et donc là, je vous encourage vivement à installer Windows Terminal. Windows Terminal, ça fait quelques années qu'il est produit par Microsoft. Il est disponible sur le store, sur leur site web, via Winget, justement. Et il remplace avantageusement, à commencer par son design, Commander, que certains connaissent peut-être, qui était un peu the way to go il y a quelques années. Maintenant, honnêtement, je vous le déconseille. Bisous à eux, mais bon, s'il n'est plus mis à jour depuis plus d'1 an, il a une interface qui est un peu austère. Donc, allez sur Windows Terminal, vous avez un système d'onglets, vous avez un système d'invite de commande que vous pouvez choisir, en fait, comme vous aviez sur Commander, pour le coup. Vous avez un système de thèmes, vous avez plein de paramètres que vous pourrez régler, vous pouvez vous faire des profils, vous pouvez choisir, comme je disais, vos thèmes, vos jeux de couleurs, vos raccourcis clavier aussi, pour personnaliser et pour une expérience qui vous correspond plus. Par exemple, moi j'ai bindé CTRL-W, CTRL-T pour ouvrir et fermer, enfin pour fermer et ouvrir des nouveaux onglets. Voilà, vous avez aussi un système de fenêtres divisé en deux. Si vous faites comme ça, tchac. Voilà, comme certains peuvent avoir l'habitude sur Mac. Et on reviendra après sur Windows Terminal pour vous parler du prompt, parce que ça, c'est cool aussi. Un autre outil fantastique qui va vous servir plus au niveau du système d'exploitation, c'est PowerToys.
PowerToys, c'est un outil qui est développé en open source par Microsoft aussi, qui est en fait un rassemblement de plein d'outils. Alors, je ne vais pas passer sur tous parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a vraiment plein de choses qui sont utiles. Un que j'aime beaucoup, c'est Locksmith, par exemple. Ça va vous permettre de savoir en un clic droit sur un fichier quel est le processus qui verrouille ce fichier et qui vous empêche de le supprimer. Vous savez, le petit message d'erreur, vous n'avez pas les droits, ces choses-là. Pour ceux qui sont dev front comme moi, vous avez deux outils qui sont cool. C'est un color picker que vous pouvez activer rapidement depuis un raccourci clavier. Qui va vous permettre de choisir, de piquer une couleur sous l'écran. Vous avez également une règle. Ça évite les UX, UI, les développeurs front d'aller mesurer avec une règle sur leur écran combien il y a de pixels. Vous pouvez rire, mais je l'ai déjà vu. Vous avez un système de renommage en masse. Vous avez PowerToys Run. PowerToys Run, pour ceux qui ne jurent que par Mac, c'est l'équivalent de Spotlight. Si vous commencez à taper quelque chose, bim, il va vous proposer des applications, il va vous proposer des sites web. Si vous faites des opérations, il va vous mettre le résultat selon la calculatrice. Bref, plein de choses pratiques comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas passer sur tous, mais allez-y, il y a forcément quelque chose qui va vous servir dans le lot. Et voilà. Dans le même genre, qui est beaucoup plus orienté développeur, il y a DevToys. DevToys, pareil, c'est un rassemblement d'outils. Pour les développeurs, ça va vous éviter d'aller faire des petites recherches sur Google ou Bing quand vous avez besoin d'outils, par exemple, pour convertir en JSON, pour valider un YAML, pour convertir des dates, pour générer des UID, etc. Et donc là, vous trouvez tout au même endroit. C'est fantastique. Vous avez la même chose sur Mac, d'ailleurs, pour ceux qui se seraient égarés ici. Des générateurs d'UID, donc comme je disais, des outils d'analyse de texte pour échapper, d'échapper. Vous avez des décodeurs, par exemple, pour les tokens JWT, c'est pratique aussi. Et ça vous évite, en fait, à chaque fois d'aller ouvrir ces sites où il y a toujours un peu des bandeaux publicitaires, où juste ça va plus vite, en fait. Et avec les boutons copier-coller qui vont bien. Bref, the way to go. Franchement, vous allez forcément en avoir besoin un jour ou l'autre. Probablement pas de tout, mais de certains d'entre eux. Ça s'appelle DevToys. On va revenir sur le terminal et on va parler vite fait de PowerShell. Alors certains vont hausser les sourcils, voire pousser les hauts cris. PowerShell, il a assez mauvaise réputation, il est inclus dans sa version 5 sous Windows. Eh bien, sachez qu'il existe une version 6 et une version 7, en l'occurrence la dernière version, qui est open source. Si. Donc vous pouvez l'installer. Pour ceux qui programment avec PowerShell carrément, je pense que vous êtes au courant pour le coup, mais ça apporte un confort de programmation supplémentaire par rapport aux versions précédentes. Pour ceux qui s'en servent uniquement pour installer des commandes, pour exécuter des commandes, pardon, donc vous pouvez l'installer avec Winget. C'est pas compliqué du tout. Et ensuite, vous avez un langage de programmation qui est un peu plus pratique qu'auparavant. Vous avez deux choses que je vais vous montrer au niveau de la configuration. Hop, on va zoomer un peu. Le système d'alias. Alors, vous pouvez troller, c'est beaucoup moins simple que sous Linux ou sous Mac, on est d'accord. En général, vous avez besoin de faire une fonction pour faire ce que vous voulez, et ensuite, vous lui donnez un nom. Bon, une fois qu'on a trollé 5 minutes, en vrai, on ne change pas ses alias tous les 4 matins, et c'est quand même cool de savoir en faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le module PS Read Line. C'est un module qui va vous permettre d'avoir un comportement similaire sur les commandes que vous tapez à celui que vous pouvez retrouver sous les systèmes Unix. Donc, plutôt que de vous lire ligne par ligne ce que ça fait, je vais vous montrer quelques exemples ici. Ici, on est dans un dépôt Git. Si je tape par exemple Git, vous voyez que dessous, tout de suite, j'ai une liste de suggestions. C'est les dernières commandes que j'ai tapées qui commencent par Git. Chaque fois que je continue à taper, ça filtre. Je peux me balader dedans avec les flèches de direction. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, quand je monte, quand je descends, ça me permet de choisir la commande que je veux faire. Voilà, on est content. Ça ressemble à ce qu'on connaît sous Unix. Et un truc pratique aussi, donc vous pouvez aussi rechercher dans l'historique, si vous le souhaitez. Et un truc pratique aussi, c'est l'autocomplétion sur les répertoires. Quand vous faites 2 fois tab, vous avez ce genre de... Alors bon, mauvais exemple, mais vous avez l'idée. Vous avez ce genre d'autocomplétion qui vient, qui est beaucoup plus élégante que celle qu'on a par défaut sous Windows. Pour ceux qui galèrent avec, vous savez qu'il vous met directement le nom du truc complété et vous devez faire tab pour qu'il roule autour. C'est illisible.
là, vous avez un comportement qui est beaucoup plus intuitif. Donc voilà, c'est le module PS Readline qui est inclus dans les dernières versions de PowerShell et qui était optionnel dans la version 5 embarquée dans Windows. La config est ici, vous pouvez la retrouver tout à l'heure sur mon snippet GitHub. On continue sur le terminal et là, vous allez vous dire, vous allez être content, pardon, pour avoir la réponse à comment on a ce super thème pour le prompt ici. Ça s'appelle OhMyPosh. OhMyPosh, c'est un programme qui est disponible sur tous les OS d'ailleurs. Alors, ça tire son nom sûrement de OhMyZSH. C'est facile à installer, vous suivez le guide d'installation. Vous avez une police particulière à installer, ce qu'on appelle une nerd font. C'est une police de caractères qui va inclure tous les caractères un peu type symbole, etc. J'en envoie pas mal ici, des petites icônes, des petites flèches pour Git, toutes ces choses-là. Bref, vous l'installez, vous la sélectionnez dans votre terminal, et ensuite les thèmes fonctionnent. Donc OhMyPosh, vous avez un petit assistant de configuration qui va vous permettre entre autres de choisir un thème. Alors il y en a un paquet sur leur site qui sont prédéfinis, si vous êtes du genre quand même un petit peu flemmard comme moi, et vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Mais si vous êtes du genre très tatillon, très exigeant, vous pouvez customiser complètement votre prompt avec une notion de segment ici, qui est adaptée à plein de langages, de techno, pour la faire simple. Moi, comme vous savez, j'adore Angular. Donc vous allez avoir la doc ici qui correspond à ce que vous pouvez faire avec Angular. Et vous avez toute une doc pour la configuration. Alors je ne vais sûrement pas rentrer dedans parce qu'il y a de quoi s'occuper une journée entière pour pimper son prompt de manière fun, mais c'est très bien expliqué. J'ai un collègue qui a fait ça et franchement c'est cool. Donc là je vous montre par exemple ici, vous avez l'état de la branche Git en cours. Il me dit qu'il y a un changement, si je fais un Git statut, mince. Un fichier modifié, il va vous montrer s'il reste des modifications à pusher par exemple. Quand vous êtes sur un cluster Kubernetes, il va vous donner le nom du namespace qui est en cours de sélection. Ici, par exemple, c'est la version de Node que j'utilise. C'est pratique si vous êtes sur plusieurs projets de savoir lequel vous utilisez. Si vous faites du Java, vous avez la même chose, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là qui rendent finalement le confort de dev bien meilleur. La doc est bien faite, encore une fois, donc n'hésitez pas à chercher si vous voulez customiser ça encore plus. Je vais maintenant vous parler un petit peu de Git. Vous l'avez peut-être vu ici en haut, quand j'ai fait ma commande Git, mon Git log, il est assez court, succinct. Ça, c'est juste une configuration Git. Donc si on retourne tchac, 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 sur VS Code, c'est la petite config qui est faite ici. Donc si vous avez en tête ce que donne un Git log par défaut, c'est ce genre de sortie qui est assez verbeuse, où on retrouve un peu difficilement les infos qui nous intéressent, et surtout qu'il y en a un peu trop en général. Donc là, ça permet juste d'avoir un format de log un peu plus joli, un peu plus facile à parcourir, surtout quand on descend assez bas. Donc on a besoin d'en voir beaucoup. Pareil sur Git, une petite astuce, vous pouvez définir des alias directement dans la config Git. Là, j'ai défini tout cela. Mention spéciale, par exemple, pour l'alias pushF, qui fait toujours un push force with Lise, parce que sur Git, vous ne devriez jamais faire un push force sans Lise, histoire de ne pas écraser le travail des copains. L'avantage de définir ces alias directement dans la config Git, c'est que vous pouvez les exporter et les importer facilement d'une machine à l'autre, et surtout d'un interpréteur à l'autre. Ça veut dire que si vous utilisez PowerShell et que d'un coup vous passez, on va savoir pourquoi, sur Git Bash ou sur Linux, que vous avez la même config Git, en fait il va partager ces alias, vous n'allez pas les redéfinir. Donc c'est assez pratique pour ça. Et une dernière chose, alors je ne vais pas vous faire une démo en live parce que c'est toujours un petit peu long, mais sachez que vous pouvez définir des outils pour gérer le merge à votre place. Je vais vous le montrer ici, ce sera plus clair. Ça, c'est pour VS Code. Moi, je suis développeur front.js en général, donc j'utilise beaucoup VS Code, mais il existe évidemment la même chose pour ceux qui aiment IntelliJ. Ça vous permet que quand vous avez des conflits, que vous faites une diff, en gros, il vous ouvre VS Code au lieu de l'éditeur qui serait embarqué dans votre terminal. Alors, suivant le terminal que vous allez avoir un Nano, un VI, un éditeur intégré à Windows qui n'est pas très cool. Bref.
Là, ça marche. Voilà, je vous encourage à le faire. Encore une fois, c'est un copier-coller. Et derrière, le confort est quand même plus agréable. Alors après, je ne critique pas ceux qui aiment VI, mais si vous savez l'utiliser, tant mieux pour vous. Il se trouve que ce n'est pas le cas de grand monde qui se retrouve à forcer de le manipuler. Dernière chose, quelques petites astuces pour VS Code, justement. Alors, je ne vais pas passer sur toutes les extensions, mais il y a 2 extensions que j'aime bien par rapport à Git, que je vais vous montrer là plutôt. C'est un Git Blame qui permet de savoir, contrairement à ce que son nom indique, surtout qui a fait le commit et pourquoi. Quand vous cliquez dessus, vous avez le message de commit et vous pouvez même voir tout le changement en ligne. Ça sert souvent, en particulier quand on fait du bug. Et vous avez Git Graph, qui vous affiche un joli graphe de votre dépôt. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez vous balader sur le commit, voir les changements qui ont été faits à ce moment-là. Je sais qu'il existe GitLens sous VS Code. Moi, je le trouve usine à gaz, honnêtement. Il fait trop de choses et il est un peu lent. Donc, voilà, ça peut vous aider. Je vous encourage, sinon, de manière plus large, à apprendre et customiser vos raccourcis clavier pour être plus efficace. C'est quelque chose, en particulier chez les développeurs juniors, qu'on hésite un peu à faire, j'ai remarqué. Finalement, définir vos paramètres qui vous conviennent. En particulier, il y en a 2 que j'ai mis dans le snippet. Le fait de formater automatiquement quand vous sauvegardez, quand vous collez. Ça vous évite de le faire à la main. Et j'en vois qu'ils le font à la main. C'est quand même dommage comme perte de temps. Ça, c'est des paramètres pour intégrer le terminal que je vous ai présenté tout à l'heure directement dans VS Code. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, sachez que dans VS Code, et c'est probablement le cas dans IntelliJ aussi, vous pouvez faire des settings qui sont spécifiques à votre projet. Ce qui fait que vous les mettez directement dans votre dossier, dans votre repository Git, vous le committez, et comme ça, tous les développeurs qui interviennent sur votre projet vont avoir les mêmes paramètres. Donc ça permet ici de dire, OK, pour les fichiers TypeScript, tout le monde va formater avec Prettier. Prettier, vous avez déjà un fichier de configuration qui est dans votre projet, donc tout le monde va formater de la même façon. Pareil pour des codes style, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien, ça permet d'embarquer plus facilement les nouveaux arrivants sur votre projet et ça évite les petits conflits qu'on a pour des broutilles, quoi. Dernière chose, pensez à sauvegarder vos paramètres. En général, tous les outils que je vous ai présentés là, que ce soit Windows Terminal, que ce soit Git, que ce soit VS Code, ça se traduit juste par un petit fichier JSON que vous avez à copier-coller, alors soit sur un drive, soit sur une clé USB, soit sur un GitHub, peu importe. Ça vous permet de les retrouver facilement d'un ordinateur à l'autre et ce n'est pas une grande difficulté finalement. Dans VS Code, petit tips, ça existe aussi sur IntelliJ. Vous pouvez synchroniser vos paramètres avec un compte Microsoft ou GitHub. Vous choisissez ce que vous synchronisez et vous le retrouvez automatiquement sur les autres machines auxquelles vous êtes connecté. Voilà pour les astuces. Je vous remets ce QR code si vous souhaitez le flasher pour récupérer tout ce que je viens de vous dire. Merci de m'avoir écouté et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas.